Bonjour et bienvenue à cette 10e et dernière leçon sur l'utilisation du logiciel GAMS. Au cours de cette dernière leçon, nous allons montrer à l'utilisateur du logiciel GAMS comment représenter des modèles qui comportent des problèmes de complémentarité mixte. Un problème de complémentarité mixte, en fait, est représenté lorsque nous avons un ensemble de contraintes qui sont représentées par des inégalités, mais aussi par des égalités. Les contraintes sont complémentaires les unes aux autres. Et typiquement, des bornes doivent être ajoutées sur certaines des variables. C'est un type de problème avec lequel nous n'avons pas été familiarisés au cours des 9 leçons précédentes et qui est résolu via un solveur qui se nomme PATH, P-A-T-H, et pour lequel la documentation est assez bien complète et figure dans le logiciel GAMS IDE sous le menu d'aide dans les documents pour les différents solveurs. J'invite donc l'utilisateur intéressé par ce genre de problème à lire la documentation sur le solveur PATH. De même, le guide utilisateur écrit par Makers donne un survol assez intéressant de ce type de problème et les diapos qui suivent sont basés justement sur ce guide de M. Makers. Alors mathématiquement, un problème de complémentarité mixte consiste à résoudre un ensemble de variables ZI telles que la fonction FI donc de cet ensemble de variables-là est égale à 0 et en même temps respecte une borne minimale décrite par LI et une borne maximale exprimée par UI. Ou bien la fonction est supérieure à 0 et la variable atteint la borne inférieure, ou à l'inverse, elle atteint la borne supérieure, dans auquel cas la fonction est inférieure à 0. Un exemple de complémentarité mixte est le suivant. Alors, supposons que nous avons une contrainte dans un problème. Si la contrainte imposée à une variable est effectivement contraignante, alors la fonction duale doit être égale à 0. Et inversement, si le multiplicateur dual n'est pas égal à 0, alors la contrainte doit effectivement être contraignante. En fait, les conditions de Kuhn-Tucker qui caractérisent plusieurs modèles économiques sont généralement exprimées dans un code GAMS à l'aide de ce que nous appelons des complémentarités mixtes. Dans les diapos qui suivent, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer ce dont on vient de parler. Alors, supposons que j'impose un quota Q sur les importations que nous notons par la variable IM. Alors, deux choses peuvent se produire. Soit le quota est contraignant, ce qui génère une rente pour l'importateur. Inversement, la rente sera nulle si le quota n'est pas contraignant. Alors, mathématiquement, soit les importations sont égales au quota, c'est-à-dire que le quota est contraignant, dans quel cas la rente est plus grande ou égale à 0, ou à l'inverse, le quota n'est pas contraignant parce que les importations sont inférieures à ce niveau-là, et dans quel cas la rente doit être égale à 0. La modélisation d'un salaire minimum est un autre exemple typique de ce type de problème. Si le salaire minimum est contraignant, alors on peut présumer qu'il y aura du chômage, et inversement, si le salaire d'équilibre est supérieur au salaire minimum, alors le marché du travail sera en équilibre et il n'y aura pas de chômage. Donc mathématiquement,
soit le taux de salaire d'équilibre est contraint par le salaire minimum, dans quel cas il devra y avoir un nombre de chômeurs positif, ou bien le taux de salaire d'équilibre est supérieur au salaire minimum, dans un quel cas il n'y aura pas de chômage. Bon, évidemment, comme vous l'avez noté dans les diapos précédentes, ce type de contrainte est vraiment très différent de ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Pour GAMS, il s'agit d'un type de problème qui est différent et qui s'appelle MCP, pour Mixed Complementary Problem. Et malgré que le code soit à peu près le même que ce que nous avons vu précédemment, il y a quelques commandes additionnelles qui sont requises. Pour le reste de cette leçon, nous allons voir la structure mathématique d'un exemple de problème de complémentarité mixte et le code GAMS qui nous permet de résoudre un problème de cette nature. Nous allons utiliser comme exemple le modèle d'équilibre général que nous avons développé à la leçon 8. Mais on va présumer que dans notre économie, il y a en place un salaire minimum. Donc, vous constaterez qu'effectivement, la structure mathématique est à peu près la même que celle vue au cours de la leçon 8. Nous allons la revoir rapidement. Alors, la technologie de production est toujours représentée via une fonction de type Cobb-Douglas. Ici, il n'y a aucun changement par rapport à la leçon 8. La demande de travail et la demande de capital sont toujours dérivées à partir de la minimisation des coûts sous contrainte de la fonction de production de type Cobb-Douglas que nous avons vu à la diapo précédente. Et donc, voici les fonctions de demande qui sont dérivées à partir des conditions de premier ordre. Le revenu national et la consommation sont toujours donnés par ces équations. Notez ici une légère différence dans le calcul du revenu des agents, puisque la demande de travail pourrait différer de l'offre de travail, étant donné qu'il peut y avoir chômage si le taux de salaire est contraignant. Le revenu qui sera reçu par les agents portera non pas sur leur offre de travail, mais bien sur le nombre de travailleurs qui effectivement auront trouvé un emploi sur le marché. Donc, dans notre fonction de revenu, c'est plus LS, l'offre de travail qui figure, mais bien LD, c'est-à-dire le nombre de travailleurs qui effectivement sont embauchés. Les conditions d'équilibre sont les mêmes et nous avons toujours l'offre de capital qui est exogène à 3000. Maintenant, pour le marché du travail, le fait de mettre en place un salaire minimum que nous dénoterons W0 pourrait générer du chômage que nous dénoterons par la lettre U. En d'autres mots, nous aurions le taux de salaire doit être supérieur ou égal au taux de salaire minimum et le taux de chômage U, le nombre de chômeurs U est tout simplement égal à l'offre de travail moins le nombre de travailleurs qui trouvent un emploi, donc offre moins demande. De plus, nous savons que le taux de chômage ne peut être négatif, donc U doit être plus grand ou égal à 0, et la demande de travail ne peut dépasser l'offre de travail. Donc LD doit être plus petit ou égal à l'offre de travail. Finalement, si le salaire minimum n'est pas contraignant, alors l'offre de travail est égale à la demande et il n'y a pas de chômeurs. À l'inverse, si le taux de chômage, si le salaire minimum est contraignant, alors il y aura des chômeurs. Mathématiquement, ces deux contraintes impliquent l'équation suivante, c'est-à-dire le nombre de chômeurs multiplié par l'écart entre le salaire minimum et le salaire sur le marché doit être égal à 0. De deux choses l'une, soit ce qui est entre parenthèses est non nul, c'est-à-dire le taux de salaire sur le marché est plus grand que le salaire minimum
En d'autres mots, le salaire minimum n'est pas contraignant, dans un quel cas, le chômage, lui, sera égal à 0 pour que l'égalité soit respectée. Inversement, si le salaire minimum est contraignant, alors la parenthèse ici est égale à 0 et le taux de chômage, le nombre de chômeurs, lui, pourra être supérieur à 0. Voyons maintenant le code GAMS pour ce modèle. Comme c'était le cas dans la leçon 8, le programme GAMS est toujours divisé en 4 parties principales, soit le calibrage, la modélisation, l'initialisation et la résolution du modèle. Le calibrage est identique à ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Les paramètres sont les mêmes. Alors, vous voyez ici qu'il n'y a absolument aucun changement. Et la procédure de calibrage reste exactement la même aussi. À la liste des variables, nous devons ajouter une nouvelle variable pour le nombre de chômeurs, donc U, qui représente le nombre de chômeurs. Nous devons aussi définir nos équations de façon légèrement différente afin de prendre en compte nos nouvelles contraintes. Les 3 premières équations sont identiques à ce qu'elles étaient dans la leçon 8. Rappelons-nous que maintenant, pour l'équation de revenu, ce n'est pas l'offre de travail qui doit apparaître, mais bien la demande de travail. Les équations pour la consommation et l'équilibre sur le marché des biens demeurent la même. Notez ici que nous avons mis en place l'équation, nous avons remis l'équation d'équilibre entre l'offre de capital et la demande de capital. En effet, dans un problème de type MCP, chaque variable doit être jumelée avec une équation spécifique. Étant donné que le taux de rendement du capital R est déterminé par l'équilibre sur le marché du capital, l'équation doit apparaître. Nous ajoutons notre équation ici de chômage qui dit simplement que le nombre de chômeurs est donné par l'écart entre l'offre et la demande de travail. Et finalement, notre contrainte sur le taux de salaire, c'est-à-dire que le taux de salaire doit être plus grand ou égal au taux de salaire minimum. Et ici, j'attire votre attention, plus grand ou égal, nous utilisons le signe G et non pas E, qui est utilisé dans les autres équations pour noter l'égalité. Ici, on a véritablement une inégalité. L'initialisation est quasi identique à ce que nous avions fait maintenant. Les seuls changements concernent les bornes inférieures que nous devons appliquer sur le nombre de chômeurs. Donc, le nombre de chômeurs ne peut être négatif. Et la borne supérieure sur la demande de travail, c'est-à-dire que la demande de travail ne peut excéder l'offre de travail. C'est la partie résolution, en fait, qui est probablement la partie qui est la plus différente des exemples que nous avons vus jusqu'à maintenant. En fait, lorsqu'on résout un modèle de type MCP, le solveur requiert que nous associons chacune des équations à sa variable dite complémentaire, à moins que toutes nos équations soient de forme égale E égale. Dans un tel cas, si toutes les équations donc sont des égalités strictes, l'utilisateur pourrait tout simplement utiliser le symbole barre oblique, all barre oblique que nous avons utilisé jusqu'à maintenant. Dans notre cas, toutefois, vous vous rappellerez qu'une de nos équations utilise le symbole égal G égale, c'est-à-dire plus grand que, en termes de relation entre le côté gauche et le côté droit de notre équation. Et donc, nous devons faire un jumelage entre chacune des équations et la variable qui y est complémentaire. Voici l'exemple de jumelage entre nos équations et nos variables. Alors, l'équation YEQ définit quoi? Définit la fonction de type Cobb-Douglas qui nous permet de produire, de définir la production nationale.
En d'autres mots, la variable y est complémentaire à notre équation YEQ. La demande, l'équation LDEQ qui définit la demande de travail, a pour variable complémentaire LD. De façon similaire, KD est la variable complémentaire de l'équation qui suit. L'équation INC souligné EQ définit le revenu national et donc la variable complémentaire à cette équation est INC. Nous avons ici la définition de la demande de consommation nationale C, qui est donc la variable complémentaire à l'équation CEQ. L'équation d'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché détermine notre prix, donc la variable P est la variable complémentaire à l'équation d'égalité entre l'offre et la demande. L'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché du capital détermine le taux de rémunération du capital, donc la variable R est la variable complémentaire à l'équation d'équilibre sur le marché du capital. Notre nouvelle équation ici nous dit que le nombre de chômeurs est simplement la différence entre l'offre et la demande de travail, qui est donc la variable complémentaire à notre équation, U. Et finalement, la variable W, c'est-à-dire le taux de salaire, est la variable complémentaire à notre condition sur le taux de salaire qui doit être plus grand ou égal à notre salaire minimum. Dans le code GAMS, ces relations sont exprimées de la façon suivante. Alors, vous noterez que le début est très similaire à ce que nous avons vu. Mot-clé modèle, le nom de notre modèle, ici qui s'appelle toujours CGE, mais vous auriez pu lui donner le nom que vous souhaitez, et par la suite une brève description. La syntaxe est donc la suivante. On a le nom de l'équation, ici Y souligné EQ, point le nom de la variable. Chacune des paires équations variables est séparée l'une de l'autre par une virgule. Notez que nous aurions pu aussi les séparer par des changements de ligne. Toutes les paires, une fois toutes les paires énumérées, toutes les paires sont situées entre deux barres obliques. Notez qu'il doit y avoir exactement le même nombre de variables endogènes qu'il y a d'équations et que chaque variable endogène doit être spécifiée comme étant complémentaire à une et une seule équation. La commande pour résoudre le modèle est assez similaire aussi, donc solve qui est la commande pour faire résoudre le modèle, le nom du modèle, using, ici dans notre cas qui sera MCP pour Mixed Complementary Program. Alors, si vous faites tourner votre modèle à ce point-ci, vous obtiendrez exactement les mêmes résultats qu'à la leçon 8. Pourquoi? Tout simplement parce que le niveau qui a été assigné au taux de salaire minimum est celui de la valeur de départ de notre taux de salaire. Conséquemment, à moins d'introduire un choc, le taux de salaire imposé sans choc n'est pas contraignant. Évidemment, si on avait fixé le taux de salaire minimum à un niveau supérieur à celui du taux de salaire pour la période initiale, nous aurions eu un nombre de chômeurs positif. Comme travail pour cette leçon, je vous demande la chose suivante. Alors, je vous demande de programmer le code GAMS qui vous a été présenté au cours des diapos précédentes. Vérifiez que la solution que vous obtenez sans choc est exactement la même que la solution de la leçon 8 sans choc. Puis après, assignez un niveau au taux de salaire minimum qui sera égal au niveau initial du taux de salaire plus 10%, donc 10% plus grand que le niveau de salaire pour la période de base, et vérifiez que vous avez effectivement un nombre de chômeurs plus grand que 0. Bon travail!